Eh bien, bonjour Fernande. Bonjour Béatrice. Je vais vous demander de nous dire votre nom, le lieu où vous vous trouvez actuellement, si vous en avez envie, votre âge. Voilà, alors je suis Fernande Amblard. Je me trouve dans mon village où je vis seule dans ma maison, à Vers-Pont-du-Gard, ce magnifique village de Provence sur lequel a été bâti il y a 2000 ans le Pont du Gard. Voilà, j'ai 78 ans, je suis mère de 5 enfants qui sont un peu à travers le monde. Il y en a Panama, Haïti, Toronto, Paris et la région de Montpellier. Et je suis grand-mère de 14 petits-enfants. Oh, dites donc, ça commence, quelle richesse déjà. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de vous? Qui êtes-vous, Fernande, dans le sens, je sais que c'est une vaste question, mais de vos valeurs, de vos intérêts, de vos passions, de ce qui compte pour vous, ce qui vous anime, enfin, qui êtes-vous, Fernande? Alors, qu'est-ce qui m'anime? J'ai presque envie de dire, mais tout simplement la vie. Je suis quelqu'un qui aime la vie, fondamentalement. Donc, pour moi, c'est important. Et ce qui me passionne dans la vie, je crois que c'est la relation aux autres, la relation que j'ai aux autres et que les autres ont à moi. C'est absolument fondamental pour moi. Je crois que si j'étais privée de ça, de cette relation qui peut être bien sûr vivante, physique, tactile, mais en ce moment, on en est bien privé, mais qui peut être aussi à travers les liens qu'on sait créer, conserver, alimenter. Donc, ça explique aussi pourquoi je suis gestalt thérapeute, je pense. Bon, je suis née dans une famille nombreuse, moi aussi. Donc, c'est une famille de 8 enfants, où, comme dans toutes les familles, il y a eu des moments extraordinaires, et il y en a toujours d'ailleurs, et puis des moments plus douloureux, des décès aussi. J'étais à l'origine d'une famille de 10 enfants, et il y a deux décès, donc on reste 8 encore aujourd'hui, malgré mes 78 ans. Et on arrive à se retrouver encore et à passer des très, très bons moments. Peut-être que c'est ça qui donne le goût de l'autre, si je peux l'appeler ainsi. Voilà. Et c'est sûr que ce goût de l'autre a été quelque chose qui a conduit ma vie jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que dans cette conduction, ce qui a guidé votre vie, vous avez eu des influences qui ont été importantes, majeures, légères? Oui, alors je peux dire merci ici peut-être à ma mère, qui, comme toutes les mères, elle a fait ce qu'elle a pu. Avec elle, elle était d'une toute petite famille, donc se retrouver à la tête de 10 enfants, une naissance tous les 2 ans en gros, j'y suis très admirative. Et si je suis là où je suis aujourd'hui, je suis sûre que c'est beaucoup, beaucoup grâce à elle, beaucoup moins à mon père, mais sûrement beaucoup à ma mère. Donc là, je profite pour la glorifier. Elle est décédée, on a fêté ses 100 ans tous ensemble, toute cette grande famille ensemble, et puis elle est morte en 2014, quelques mois après. Mais voilà, elle, ça a été certainement la personne la plus influente de ma vie. Et puis après, bon, dans mon très jeune âge, il y a eu des gens qui ont été influents, mais je n'ai pas un nom à donner de cette façon-là. Ce qui a été aussi très influent, une personne que j'ai peu connue, pas longtemps, et que j'ai perdu de vue, mais qui m'a beaucoup influencée, c'était le médecin de famille. Quand j'ai eu 17 ans, j'ai réussi le bac, donc j'étais toute contente, toute fière, et ma destinée était d'entrer dans une école d'infirmière. Bon, je me prépare à rentrer dans une école d'infirmière, mais comme je n'avais que 17 ans à l'époque, il fallait une dispense médicale pour être sûre de pouvoir assumer le rôle d'infirmière. Donc, je vais voir mon médecin de famille en lui demandant le certificat me permettant d'entrer dans une école d'infirmière. Et il m'a dit, Mademoiselle Amblard, quand on a 17 ans et le bac, on ne fait pas infirmière, on fait médecine. Je n'avais jamais pensé à cette possibilité, jamais.
Et je suis rentrée chez mes parents et j'ai dit, je fais médecine. Et ma mère a dit, on y va. Et mon père a dit, les filles, c'est fait pour faire des enfants, pas pour faire des études. Mais il ne m'a pas empêchée. Ah là là, oui. Vous étiez combien à l'école de médecine comme femme quand vous êtes On était rentrée? nombreux déjà. Vous étiez nombreux? On était au moins un tiers. Au moins un tiers. Et j'ai encore des amis, j'ai tout un groupe d'amis qui restent fidèles depuis plus de 50 ans, on était tous étudiants en même temps, tous engagés en même temps dans des associations d'étudiants. Voilà. Ah, c'est super. Oui. Et ben justement, comment avez-vous vécu votre genre? Alors, Et comment le vivez-vous maintenant d'ailleurs? je ne me pose pas la question. Je ne me suis jamais posé la question. Je suis née fille dans une famille qui valorisait beaucoup plus les garçons que les filles à cette époque, hein, c'était ça. Hein, on soutenait plus la scolarité des garçons que celle des filles, bien évidemment. Mais j'ai jamais eu ni d'interrogation sur qui je suis en tant que fille, en tant que femme, et jamais eu de regret non plus. J'ai pu avoir de la colère par rapport à la place pas toujours valorisée, pas toujours reconnue des femmes, encore maintenant, hein, je suis toujours dans cette mouvance d'essayer de porter quelque part la promotion de la femme. Mais à titre personnel, ça ne m'a jamais posé l'ombre d'un problème. Je peux complètement comprendre et aimer des gens qui sont dans l'homosexualité, hommes ou femmes, ça ne me pose pas de problème, mais moi, je ne me suis jamais posé la question. Si je me la suis posée quand j'ai fait des thérapies, mais ça n'a pas été une question questionnante en quelque sorte. Donc voilà, est-ce que je ne sais pas si je réponds Mais vous répondez parfaitement à cette interrogation. Mais oui, ça m'intéresse. Du coup, je suis en train de relier au fait que vous aviez voulu être infirmière à cet homme médecin qui vous autorise et qui vous pousse à aller plus loin à une époque où les femmes, justement, on leur demandait plutôt de rester à la maison. Et à cette liberté, cette émancipation que vous avez rencontrée tôt. Et voilà, donc ça me... j'étais avec ce cheminement-là en me disant, du coup, quels sont comment de médecin vous êtes arrivé à la psychologie et puis peut-être à la gestalt? Enfin, ça a été comment ce cheminement? Alors, je vais vous répondre à cette question, mais j'ai besoin de souligner que vous avez prononcé un mot qui me touche, qui m'a touché émotionnellement quand vous m'avez dit cette émancipation précoce. J'ai jamais réalisé ça. Pour moi, c'était dans la lignée, quoi. J'étais une bonne élève, évidemment. J'étais une étudiante plutôt brillante, évidemment. Mais j'ai jamais pensé à une émancipation. Et ça me ramène à ce que je vous disais du poids de ma mère, qui, elle, ne m'a jamais fait sentir, alors qu'elle a été une femme quand même très soumise, ne m'a jamais emmenée dans cet endroit où on apprend aux filles la soumission. Donc, ça m'émeut votre proposition d'émancipation. Alors voilà, donc j'ai fait médecine assez brillamment. J'ai rencontré mon conjoint pendant nos années d'études et très vite, j'ai dû prendre des responsabilités, entre autres interrompre mes études pour gagner ma vie pendant 1 an, pouvoir me marier et partir suivre mon mari qui, à l'époque, faisait un internat au Maroc. Et puis, je suis rentrée en France, on a soutenu les tests, tout ça. Et tout de suite après, on est parti, entre guillemets, faire le service militaire en Afrique noire. Donc lui, dans sa famille, il avait un oncle qui était missionnaire, ça l'avait éveillé à l'Afrique. Il avait une ambition de carrière internationale. Et donc, on est parti en Afrique. On est parti, à l'époque, c'était la Haute-Volta, maintenant le Burkina Faso. Et donc, on a fait notre service militaire. Je dis nous parce que j'ai participé, mais en même temps, j'ai toujours travaillé. C'est-à-dire, j'avais un poste bénévole de médecin alors que j'étais à peine en fin d'études. Si je venais juste de terminer mes études. Et voilà, je suis rentrée dans la vie de cette façon-là. Et puis,
à la fin du service militaire, nous avons demandé un poste double de coopération et donc nous sommes restés 10 ans en Afrique noire. Et mes enfants sont nés pendant ce séjour, 2 sont nés sur le sol. Ma fille est née au Maroc, mais les 2 suivants sont nés en Afrique noire. Et puis, je suis rentrée accoucher en France pour les 2 derniers quand j'ai frisé le danger d'accoucher dans des conditions qui n'étaient pas correctes. Ah, oui. Pas sécures en tout cas, pas du tout sécures, ni pour le bébé, ni pour la maman. Donc, les 2 derniers sont nés en France. Mais voilà, mais on est reparti tout de suite en Afrique. Le plus petit, on est reparti, il avait 19 jours. Donc voilà. Tout Et petit. donc voilà, j'ai eu donc toute cette expérience africaine où j'ai toujours travaillé, toujours, dans des conditions parfois très difficiles, parce qu'on était en pleine brousse, parce qu'il n'y avait pas d'eau courante, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'électricité, c'était des groupes électrogènes. Enfin, ce n'est pas facile avec des tout petits. On a vécu des choses très difficiles. On a vécu une épidémie de rougeole que mes enfants ont d'ailleurs attrapée à cette époque-là. On était dans l'est du Burkina Faso, pas très loin de Niamey, entre Ouagadougou et Niamey. Et dans cette épidémie, j'ai vu mourir 50% des malades. Donc, c'était pas toujours facile. Et puis, ben voilà, c'est la vie. Hein. À l'époque, la vaccination n'existait pas encore. Donc, après, il y a eu les campagnes de vaccination qui ont pu sauver beaucoup d'enfants. Mais bon, on est très proche de la mort hein, quand on travaille en Afrique. Hein. Encore plus que quand on travaille en Europe. Puis des morts très injustes de très petits, de très jeunes, de femmes en couche. Voilà. C'était un peu le monde qui nous a précédés dans les siècles précédents. Voilà, donc ça a été une expérience de 10 ans qui m'a beaucoup construite, mais je ne l'ai réalisée que plus tard. Je suis donc rentrée en France avec mes enfants au bout de ces 10 années. On est allé encore passer 2 années aux États-Unis, où le papa de mes enfants travaillait à la Banque mondiale, donc comme expert médecin à la Banque mondiale. Et puis on est rentré en France, où lui a travaillé à l'OMS, au centre donc à Genève. Et moi, j'ai changé d'orientation. Il y a eu quelque chose de très fort en moi qui s'est développé au cours des années d'Afrique, où j'ai senti combien la maladie n'était qu'une partie et qu'une expression de l'être humain et une partie de sa souffrance. Donc, c'est comme si j'avais eu besoin d'aller soigner les gens de façon plus originelle que seulement somatiquement, que seulement le corps. Donc, c'est comme si j'avais un peu approché l'essence de l'être humain et je reste persuadée que la maladie et même l'accident, c'est souvent une expression de la souffrance de l'être dans son entier. Or, en médecine, on est quand même très, très centré sur le corps, bien sûr, ça c'est une évidence, mais sur le corps, j'allais presque dire désintégré. On est centré sur l'estomac, on est centré sur les pieds, on est centré sur les genoux, sur le cœur, mais cette prise en charge de l'être humain dans sa globalité, ça m'a manqué. Et donc là, j'ai tenté de faire une formation qui me permettrait d'approcher l'être humain de façon beaucoup plus globale. Bon, j'ai fait des expériences pas toujours très, très constructives, ça c'est la vie, hein, qui nous fait faire des pas de côté, puis après on reprend un chemin. Et donc le chemin, je l'ai rencontré avec la formation que j'ai fait en Gestalt, donc il y a plusieurs décennies aussi. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée petit à petit à quitter le côté somatique de la médecine pour aller à quelque chose de beaucoup plus global qui est l'être humain. Alors, c'est vrai qu'il me manque quelque chose, peut-être que je suis en recherche malgré mon grand âge, qui est quelque chose qui toucherait plus à du spirituel, c'est-à-dire que l'être humain, il est dans l'émotionnel, il est dans le relationnel, mais il y a aussi une dimension spirituelle que je connais mal, que je ne peux pas bien définir. Alors, je ne suis pas dans les religions, hein, il ne faut pas qu'on se trompe. Oui.
je n'ai pas de croyance religieuse, hein, même si comme la majorité des Français, j'ai été baptisée, je suis dans le catholicisme, mais je ne suis pas actuellement dans une religion, je ne suis pas croyante, je n'adhère pas ni à un Dieu ni à une religion. Mais j'ai quand même l'idée d'une dimension spirituelle, hein, de l'être humain, et ça, je pense que je ne suis pas au bout de mon chemin. Je ne sais pas si j'y arriverai un jour, je ne suis pas sûre, mais là, j'ai encore un bout de chemin à faire. Je suis intéressée, est-ce que surtout ce cheminement, oui, ça me fait penser que nous, on est tellement holistique, on nous parle tellement de cette unicité du corps, de l'esprit, du cœur, l'esprit, âme, je ne sais pas voilà. Comment le définir. Et je suis touchée de ce que vous dites à propos de ce sentiment de morcellement, de ne s'occuper que d'une partie et d'oublier la personne. Et il y a une autre chose quand vous parliez qui m'a touchée, c'était, je vous imaginais seule hein, avec cette épidémie de rougeole, ces enfants qui mouraient, vos propres enfants. Et je pense aux soignants qu'on a beaucoup, les étudiants en médecine là, qui sont beaucoup confrontés à la mort, sans soutien et sans éducation psychologique. Ça ne fait pas partie des études de médecine. Du coup, je me demandais où était votre ressource à ce moment-là, psychologique, pour faire face. Où est-ce que vous avez pris l'énergie pour faire face à ces questions existentielles qui sont présentées à vous de façon très forte et tôt, une fois de plus? Alors, je vais essayer d'être très authentique. Je ne me suis pas beaucoup posé la question sur le moment, parce que sur le moment, je vivais dans un coin d'Afrique où il faisait extrêmement chaud. Le pays venait passer 2 années d'une très grave sécheresse. C'était les années 72-73. Vous avez peut-être oublié ça, mais ces années-là, c'était une année dramatique pour le pays. Donc, les personnes étaient très malnutries dans les brousses. En plus, dans cette brousse où j'étais, il n'y avait pas eu de rougeole depuis des dizaines d'années. Donc, toute la population a été touchée par ça. Et il fallait faire face. Moi, j'avais mes 5 enfants, tout petits. Non, pardon, à l'époque, je n'en avais que 3 encore. J'avais 3 enfants tout petits, à vivre dans des conditions qui n'étaient pas simples. Hein. Il faisait très, très chaud. On n'avait pas d'électricité. On avait quelques heures d'électricité par jour avec un groupe électrogène. On n'avait pas tout à fait d'eau courante. On nous apportait l'eau à la maison, dans la petite maison où on était. Et j'ai eu vraiment le sentiment de faire face à l'appel du travail quotidien, de ce que je dois faire au quotidien, en y mettant aussi de la joie, en y mettant aussi des rencontres, en y mettant des choses drôles, avec des amis que j'ai toujours maintenant, des années après. Mais oui, c'était comme ça, quoi, c'était comme ça. Mais bon, je peux vous dire quand même que ça m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux avec mes clients, avec mes malades. Et le pont médecine Gestalt, c'était parce que vous aviez commencé, vous me dites si je vais trop loin dans les questions, j'essaie de développer un petit peu, hein, mais le pont entre la médecine et la Gestalt, tel que vous l'avez fait, c'était dans une démarche juste personnelle qui vous a conduit à trouver la Gestalt sur votre chemin, dans une quête de recherche personnelle, ou est-ce que c'était vraiment en lien avec la médecine, c'est-à-dire compléter d'un point de vue de votre formation médicale, englober la psychologie aussi. Je pense que c'était vraiment cette voie-là. Parce qu'ensuite, j'ai continué avec mon cabinet de médecin. J'ai fait des formations. Et donc, j'ai fait une formation, entre autres, en sexologie. Et donc, j'avais et en thérapie de couple. Et donc, mon cabinet médical était un cabinet de sexologie, thérapie de couple. Par contre, tout ce qui était très technique en sexologie, parce qu'il y a une partie technique, bien sûr, en sexologie, je l'ai délégué. Je l'ai délégué à des médecins avec qui j'avais pris contact et qui étaient, eux, spécialistes du corps. Hein. Et moi, j'étais plus spécialiste de l'accompagnement psychologique des personnes en détresse, souvent à travers leur sexualité. Donc, ce travail, avec le travail de tout un groupe de gestaltistes autour de Genève,
m'a amené à faire un très profond travail au niveau de l'abus sexuel et de l'inceste. Et donc, c'est comme ça, au terme de ce travail, que j'ai écrit le livre qui a fait que vous m'appelez aujourd'hui. Donc, il s'appelle, voilà, je me permets. Oui, oui, parce que, voilà. oui, voilà. Oh, moi, mettez-le un petit peu plus droit, voilà, pour qu'on puisse, moi, je ne le vois pas encore. Ça s'appelle Penser l'impensable. Moi, je connais le titre par cœur. Alors, le titre a été changé dans une réédition. Hein. D'accord. Comment s'appelle-t-il? Vivre pleinement sa vie d'adulte malgré un abus dans l'enfance. D'accord. Penser l'impensable. Penser l'impensable. Voilà. Donc, c'est un livre que j'ai écrit à la suite de ce travail de groupe que nous avons fait donc, dans ce groupe de recherche de gestaltistes. On était tous gestaltistes dans ce groupe-là. Voilà. Et donc, j'ai travaillé beaucoup en thérapie de couple, en accompagnement des personnes abusées, voilà, pendant de nombreuses années. Puis, l'âge a avancé à un moment donné et je m'en tire un petit peu, mais pas tout à fait complètement, puisque j'ai encore aujourd'hui des demandes, soit en supervision autour de l'abus sexuel, soit là, je vais encore faire quelques formations de personnes qui ont vraiment besoin d'être aidées dans l'accompagnement des personnes abusées. C'est très particulier, c'est très délicat, très, très délicat. Voilà. Vous êtes en train de répondre à la question que je ne vous ai pas posée, mais vous y êtes venu tout à fait naturellement, qui était qu'est-ce que vous en avez fait de la Gestalt? Et voilà, vous venez de me répondre. Hein, progressivement, vous êtes devenu, vous êtes attardé sur cette spécificité qui est de la bulle, qui est très d'actualité, en tout cas en France, puis un petit peu partout. Hein, c'est-à-dire que vraiment le tabou tombe. Et vous étiez une comment dit-on ça? Quand on est une précurstrice, je ne sais pas. Je crois qu'on n'a pas encore fait le féminin, on va l'inventer. Une précurseuse. C'est pour ça que je le bégais. Une précurseuse, on va l'inventer. Une précurseuse, vous étiez une précurseuse, voilà. Exactement. Mais pendant ce temps, je n'ai pas abandonné l'Afrique. Parce que justement, quand je suis rentrée d'Afrique, j'étais extrêmement fatiguée. Extrêmement fatiguée, mes 5 petits qui étaient nés pendant ce temps-là, c'est très fatigant l'Afrique, hein. Je suis tombée malade, enfin bon, j'étais vraiment un petit peu au bout du rouleau, et il m'a fallu plusieurs années pour accepter et reconnaître et remercier ce que l'Afrique m'avait apporté. Donc, je suis toujours avec un pied en Afrique, encore aujourd'hui. Alors, tout de suite, pendant les années qui ont suivi, j'ai monté un groupe, enfin, j'ai monté un concept qui a fait qu'avec une de mes amies africaines qui est danseuse, qui est chorégraphe, conteuse, elle a un grand orphelinat, un grand centre d'accueil pour enfants de la rue à Ouagadougou. Et donc, sur une dizaine d'années, j'ai emmené au moins 5 ou 6 groupes de mes clients en général, ou des clients qui me connaissaient de droite et de gauche. Et on est allé travailler pendant 10 jours à Ouagadougou, dans ce centre d'enfants défavorisés, donc dans des conditions qui étaient à la fois acceptables pour des Européens, mais à la fois complètement imprégnées dans la vie de l'Afrique. Et donc, ces groupes travaillaient sur la symbolique des rituels africains. Donc, on en a choisi 3. Le rituel de funérailles, qui est un rituel très important, dont la symbolique, je vais la raccourcir un peu, c'est le lâcher-prise. Accepter que ce qui est et vivre avec. Donc, accepter les deuils, accepter ses échecs, accepter que la vie est telle qu'elle est, accepter le Covid aujourd'hui, on pourrait dire. Et ça, c'est le rituel de funérailles. Le rituel suivant que nous avons exploré, c'était le rituel de naissance, et dont la symbolique pour nous gestaltistes est surtout naître à soi-même, aller chercher ses possibles, aller chercher ce qu'on a reçu comme qualité, comme chromosome, et développer ça et faire avec. Et le 3e rituel, c'est le rituel de passage à l'adolescence, hein, qui est pour moi, la symbolique, c'est le rituel d'entrer dans la responsabilité qu'on a de sa vie, être responsable de soi, intégrer l'autre dans cette responsabilité, mais ne pas déléguer sa responsabilité. Et ce stage-là se faisait donc sur 10 jours, exclusivement en danse africaine.
Et c'était fabuleux. Oui. Malheureusement, ça demande une énergie physique que je n'ai plus, donc je ne peux plus faire ça. Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé quelqu'un pour reprendre le conseil. Mais c'était absolument fabuleux. Donc ça, c'était mon côté Afrique. Puis maintenant, je garde toujours un petit côté Afrique, puisque j'ai une petite association, toute petite, mais qui soutient la scolarisation d'enfants qui, sans nous, ne seraient pas scolarisés. Et pour moi, le développement d'un pays passe par la scolarisation, par l'éducation, par apprendre à réfléchir, apprendre à penser par soi-même, donc par l'école. Donc voilà, ça c'est mon côté Afrique que je garde toujours aujourd'hui. Et puis sinon, mon côté Gestalt, donc je continue à faire un petit peu de formation. J'ai formé déjà beaucoup de personnes, plusieurs personnes, pour prendre ma succession. J'ai 78 ans, hein, je peux mourir d'une minute à l'autre maintenant. Donc il faut vraiment que des gens me reprennent le flambeau parce que là, cet accompagnement, ça je le dis aux Gestalt, cet accompagnement des personnes abusées, c'est extrêmement délicat. On marche sur des œufs tout le temps. Et justement, ça m'amène, on peut faire un lien toutes les deux, je crois, sur les principes de la Gestalt qui sont importants pour vous et peut-être que là, ça peut rejoindre votre spécificité, la façon dont vous travaillez, avec quel appui pratique et théorique de la Gestalt, de quoi vous vous servez pour faire cet accompagnement si délicat. Alors, le mot essentiel pour moi, c'est la relation, bien évidemment. Hein, pour moi, ce qui soigne dans toutes les méthodes thérapeutiques, évidemment, c'est la relation, mais je crois que c'est reconnu universellement. C'est la relation, la qualité de relation. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre appui sur une méthodologie, sur beaucoup de connaissances psychologiques. Ça, c'est absolument basique. Et c'est pour ça que les formations et celles de Gestalt, enfin, que j'ai reçues, je crois que vous aussi, à l'EPG, c'est fondamental. Et pour moi, les gens qui se disent thérapeutes et qui n'ont pas travaillé dans une école sérieuse et qui n'ont pas beaucoup travaillé sur eux-mêmes, eh ben, j'ai quand même un petit peu un doute et une méfiance. Une méfiance. Donc ça, fondamentalement, c'est la relation qui est pour moi la base de l'outil thérapeutique, si je peux dire, plus une formation sérieuse de base. Alors maintenant, dans la relation, c'est facile de dire la relation, mais comment ça se passe pour moi? Ce qui se passe pour moi, vraiment de fondamental, va être dans qu'est-ce qui se passe en moi maintenant que je suis en relation avec ce client ou avec cette cliente, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Où je me situe? Est-ce que je me sens en lien? Est-ce que je ne me sens pas en lien? Est-ce que j'ai une inquiétude? Est-ce que j'ai une vision de quelque chose? Alors là, j'ai été beaucoup influencée, et je le remercie, par Jean-Marie Delacroix, qui travaille beaucoup dans cette mouvance-là, mais qu'est-ce qui se passe, et m'appuyer fondamentalement sur ce qui se passe en moi. Donc là aussi, hein, ça veut dire qu'on a beaucoup travaillé sur soi-même, qu'on est en supervision, etc. Parce que sinon, on peut partir dans tous les sens. Mais voilà, donc c'est beaucoup ça. Et dans ce que je ressens en moi, je choisis qu'est-ce que je vais partager avec mon client et comment je vais le partager, parce que c'est surtout ça. Alors les Américains, un groupe d'Américains dit qu'on doit complètement partager son contre-transfert. Moi, je suis un tout petit peu plus prudente, mais surtout, c'est dans le comment je vais le partager, mon contre-transfert. Et en particulier avec les personnes abusées. Hein, il faut être d'une délicatesse extrême. C'est des abusés et nous sommes potentiellement des abuseurs, nous, ces personnes. Je ne sais pas si j'ai répondu assez clairement. Vous répondez très bien. Je pensais au médecin en vous et j'imaginais la délicatesse d'approcher une blessure et quand il faut faire le soin, et je ne sais pas, j'avais l'image de ça, de la délicatesse qu'il faut, et pourtant c'est à la fois rassurer, c'est à la fois être chaud, c'est pour amener de la détente, et puis en même temps, c'est quand même s'approcher de ce qui fait mal. Et je vous imaginais avec tout ce soin, toute cette délicatesse, et en même temps,
avec quelque chose de très ciblé. C'est-à-dire on Oui. sait où on va, on sait ce qu'on fait. Parce que quand vous dites s'approcher de ce qui fait mal, c'est s'approcher et faire mal Et parfois. faire mal, c'est ça. Mais il faut que cette douleur, c'est comme quand vous devez soigner quelqu'un, quand vous devez faire des points de suture, il n'y a rien à faire, il faut piquer. Hein? OK. Et là, c'est un peu pareil. Et ma façon de piquer va être, par exemple, je ne poserai jamais la question à une personne, est-ce que vous avez été abusé? Jamais. Il ne faut jamais faire ça. Jamais. Jamais. Par contre, on écoute la personne. Et des dizaines de fois, il m'est arrivé d'entendre, non, il ne m'est pas arrivé grand-chose, mais quand même, il y a un ami de mon père qui m'a touchée quand j'avais 8 ans, quand j'avais 6 ans. Et là, quelque part, je fais mal parce que j'ai dit, oui, mais ça s'appelle un abus sexuel. Mais ce n'est pas moi qui ai dit, vous avez été abusé. Hein? C'est la personne qui m'a dit, j'ai été abusée, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Et c'est moi qui peux dire, mais vous savez, l'abus sexuel, c'est puni par la justice. C'est interdit qu'un adulte touche un enfant. Et c'est souvent moi qui fais cette démarche-là, parce que la personne ne sait pas. La personne ne sait pas, surtout l'enfant. Il ne sait pas. Il ne sait même pas si ce qu'on lui a fait, c'était permis ou pas permis. C'était un adulte, donc il avait raison. Donc il y a tout ce côté-là d'aller déjà reconnaître l'abus. Puis après, il y a tout l'accompagnement, ces personnes qui sont obligées de se couper beaucoup d'elles-mêmes et de leurs ressentis, parce que ce qu'elles ressentent, c'est tellement épouvantable qu'il faut s'en couper pour vivre, pour survivre, hein, jusqu'au moment où elles ne peuvent plus, donc elles tentent de se suicider. Hein, c'est les tentatives de suicide chez les personnes qui ont été abusées, c'est monnaie courante. Et les suicides réussis aussi. Donc voilà, on est dans des endroits extrêmement douloureux de certaines expériences de vie. Mais bon, donc je forme donc les thérapeutes à tout cet accompagnement, mais je ne manque pas non plus de souligner combien quand ces personnes ont fait tout un travail autour de ce qui a tenté de les détruire, elles sont aussi enrichies par ça et elles deviennent des personnes merveilleuses dans la vie quand elles ont pu passer ce cap-là. Et ça aussi, je le nomme bien sûr, je le fais reconnaître et remarquer, parce qu'il faut aussi ça, parce que c'est vrai, c'est vraiment la vérité. Je dis souvent, comme je travaille avec des thérapeutes, je leur dis souvent, vous savez, les personnes abusées, ça fait d'excellents thérapeutes. Oui, je vois la place que vous donnez à l'awareness, au concept de l'awareness, de la responsabilité, le travail sur les polarités aussi. Et je vois surtout l'art de l'expérience. Est-ce que vous les nommez même plus ces concepts? C'est tellement, je vois bien que chez vous, c'est devenu tellement une manière d'être. Un peu. Non, je ne veux pas trop. M'envoyez pas trop de fleurs parce qu'après, je vais gonfler mon ego, j'en ai pas besoin. Je sais pas, on n'a pas le droit. Vous êtes sûr que c'est pas plutôt catholique que gestaltiste, ça? Non, pour moi, c'est juste là vraiment. J'ai pas envie de vous flatter, mais je remarque la place de l'expérience. Comment, quand une théorie est tellement intégrée que c'est vrai qu'on ne la nomme plus, on n'est plus en train de dire je suis en train de faire ça, je vais faire ça. Je le reconnais parce que j'ai eu cette formation aussi, et qu'à travers vos propos, je peux reconnaître moi ce que j'ai appris à faire, mais voilà, ça me faisait sourire de penser que vous le nommez même plus, et c'est tant mieux comme ça. Voilà. Oui. Pour moi, c'est tellement intégré dans la relation que voilà, ça ne vient pas dans mon esprit de dire là, tu es en train de faire ceci, cela. Voilà. Ouais. C'est vrai. Oui. Mais c'est peut-être un défaut. Hein. Voilà, je ne pense pas que ce soit un défaut. Je pense que, voilà, c'est pas. Je pense aussi que ça développe certainement chez les étudiants, comme ça vient de le faire chez moi, ça développe notre aller vers et notre responsabilité d'aller poser la question si on a envie de savoir. Je crois que c'est aussi tout le pôle très actif de la Gestalt qui fait que chacun co-construit, même un enseignement, je pense, en étant dans cette présence-là. Voilà, et je pense. Du coup, ça me fait penser à quelle est la situation
professionnelle en Gestalt que vous avez rencontrée qui a été la plus formatrice, pour vous, qui a fait appel peut-être au plus à votre fond, à vos ressources? Quel Alors, défi? c'est sûr que toute la formation Gestalt de base, hein, que j'ai fait avec Serge et Serge Inger, enfin, c'était cette époque-là, hein, a été absolument fondamentale. C'est absolument fondamental. Après, je pense que, comme je vous l'ai dit, la personne qui m'a le plus transformée, je pense que c'est Jean-Marie Delacroix. Je ne sais pas si vous le connaissez. J'ai lu, moi j'ai lu ses écrits, je ne le rencontre pas. Je voulais l'interviewer, mais Heather, qui le connaît très bien, parce qu'il va intervenir au Canada, oui. Finalement, elle avait aussi très envie de le faire, donc elle l'a fait. Donc ce sera pour une prochaine. Voilà. Mais je veux bien savoir, parce que du coup, c'est une influence pour vous. On revient juste un petit peu au départ. C'est une influence professionnelle. C'est une influence professionnelle, mais au-delà. C'est professionnel et personnel. Hein. Toute sa quête spirituelle, c'est-à-dire, elle a rencontré la mienne, si vous voulez. Donc, c'est comme ça que ça m'a beaucoup enrichi. Et du coup, la situation auquel parce que c'était parce qu'on parlait d'une situation qui a dû vous demander beaucoup de fonds et beaucoup de ressources, et vous avez pensé à Jean-Marie Delacroix, vous l'avez amené. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui vous venait à l'esprit comme situation difficile où vous aviez dû... vous pouvez repréciser. Pardon, la question, oui, non, c'est moi, j'ai dû être confuse. La question que je vous posais, c'est quelle est la situation professionnelle qui a dû vous demander le plus de ressources, un véritable défi, quelque chose qui a dû faire appel vraiment à tout votre fond pour pouvoir la dépasser, la transformer? Est-ce que vous en avez une en particulier qui vous viendrait? Comme ça, je trouve pas, enfin, je trouve pas de réponse. Je pense que c'est professionnellement, je n'arrive pas à trouver une réponse claire à cette question. Bon, comme tous les thérapeutes, au début, on se demande si on est bien fait pour ça, si on ne s'est pas trompé. Et maintenant, je suis sûre que je ne me suis pas trompée, quoi, c'est tout. Sinon, bah, oui, des problèmes professionnels, bien sûr que j'en ai rencontré comme tout le monde, mais ce n'est pas quelque chose qui a été profondément traumatisant pour moi. Ce qui a été beaucoup plus traumatisant, c'était de prendre la décision de rompre mon couple. Alors ça, oui, bien sûr que ça a été très compliqué, mais ça ne touche pas à ma profession. C'est sûr que si je n'avais pas fait cette formation de gestalt et de thérapeute, je n'aurais pas eu le courage de rompre ce couple. Et je ne serais probablement pas là, je ne serais sûrement pas là en face de vous aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais ça, c'est des ruptures de vie, hein, qui sont très profondes et très transformatrices, bien évidemment. Mais professionnellement, j'ai pas trop, parce que j'ai jamais fait de choses en rupture vraiment. Ça a toujours été pour moi plutôt des continuums, des choses qui se sont transformées, mais plutôt en douceur, plutôt en transformation et pas en rupture. Le fait de passer de médecin à psychothérapeute, moi, je ne l'ai pas vécu du tout comme une rupture. Ça m'a été renvoyé comme tel. J'ai été très, très critiquée par ma famille en particulier, qui n'a pas du tout compris. J'avais eu la chance de me construire une vie comme médecin. Ça a marché, ma vie de médecin a marché. Et comment j'allais encore laisser tomber ça pour faire autre chose, quoi. Ça, c'était beaucoup plus difficile. Mais donc, c'est plutôt ma vie privée que ma vie professionnelle. Et pour traverser tout ça, sur quoi vous vous êtes appuyé? Pardon, je n'ai pas compris. Pour traverser cette rupture de vie, avec le papa de vos enfants, sur quoi vous vous êtes appuyé à l'intérieur de vous? C'est quoi votre force, vous, dans ces moments-là? Alors, il y
le mot qui m'est venu comme ça spontanément, c'est quelque chose comme le besoin de liberté. C'est comme si quelque chose m'avait enfermée et que je ne pouvais pas me libérer de cet enfermement sans rompre une vie que je connaissais bien depuis parce que je suis restée mariée en fait 40 ans et en couple 30 ans. Donc, c'était pas un mouvement de jeunesse. Hein, c'était vraiment quelque chose avec beaucoup de maturité. Oui, bien sûr, je comprends. Oui. Et une expérience positive dans votre travail, quelque chose de gratifiant, dans le travail de thérapeute, quelque chose qui vous a marqué particulièrement ou pareil? Moi, j'ai envie de vous dire, mais c'est le quotidien, quoi. C'est le bonheur de travailler avec des gens. Alors, surtout maintenant, comme je suis vieille, comme vous le voyez, je ne travaille plus qu'avec des thérapeutes. Oui. Et c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. Parce que la souffrance et l'expérience de vie, elle est là, et puis elle a besoin d'être dépassée. Vous savez, en Gestalt, on dit c'est comme un oignon, hein, on enlève une couche, et puis il y a toujours une couche par-dessous. Donc on arrive à ces couches un petit peu de fond, et c'est du travail magnifique. C'est vraiment un très beau travail. Et maintenant, mon travail de transmission, hein, où je forme des thérapeutes à prendre ma succession, c'est-à-dire à former d'autres thérapeutes, je trouve ça extraordinaire. Alors, au moment où je fais des formations, j'ai une énergie mais incroyable. Les gens sont un peu époustouflés parce que, comme je vous dis, je ne suis pas toute jeune. J'ai beaucoup d'énergie, donc je porte ça. Et puis après, bon, je suis un petit peu lamentable. Mais sur le moment, c'est extraordinaire. Oui, c'est vivifiant. Oui. Ça, c'est extrêmement gratifiant. Et bon, je suis heureuse de vivre, je vous dis. Alors, je vis d'abord dans un environnement qui me plaît beaucoup. Et puis, je trouve que j'ai eu de la chance, quoi, de la chance. Ma vie a été une vie de chance jusque-là. Même si j'ai traversé des choses difficiles, bien sûr. Mais ça a été une vie de chance. Alors maintenant, c'est difficile aussi parce qu'avec le Covid, je ne peux pas voir mes enfants qui sont outre-Atlantique. Donc, ça fait 2 ans et demi, depuis 2 ans que je n'ai pas vu mes petits-fils, que j'ai laissé petits garçons et qui me parlent au téléphone avec une voix d'homme. Donc, j'ai hâte de les serrer dans mes bras, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Mais du coup, vous parliez de cette chance. Ça m'amène la question quel est votre rapport au privilège et au pouvoir? Alors, mon rapport au privilège, je me sens extrêmement privilégiée, par exemple, par rapport aux personnes que je vois encore aujourd'hui qui viennent d'Afrique. Ou alors, on ne peut même pas parler de comparaison. Voilà. Et je connais pas beaucoup l'Inde, je suis allée une seule fois, mais je sais bien qu'il y a des populations, ce qui se passe en Birmanie actuellement, bon, c'est effroyable. Donc, je me sens très, très privilégiée par rapport à ça. Sinon, je ne suis pas d'une famille vraiment privilégiée. Mes parents étaient très bien, hein, on n'a jamais eu faim, mais quand même, je me rappelle moi quand même des tickets d'alimentation que je retrouvais dans les tiroirs. Hein. On a quand même traversé des moments difficiles où on n'avait pas beaucoup d'autres choses à manger que les pommes de terre. Hein. Mon goûter préféré, c'était un morceau de pain avec de la margarine dessus, parce qu'il n'y avait pas de beurre à l'époque. Hein. Donc, je ne suis pas parmi les très privilégiés. Ce qui me fait très privilégiée, et ça, je dois encore en remercier mes parents, c'est que je fais partie des gens qui ont une capacité d'apprentissage assez importante. Hein. Donc, ma scolarisation s'est toujours passée très, très facilement, presque brillamment. Voilà. Hein, par contre, non, je n'ai pas été dans les grands privilégiés. Hein. Mes parents n'étaient pas du tout ni médecins, ni notaires, ni rien du tout. Ça passait pas du tout de ce niveau-là. Mais quand même, je me sens quand même très privilégiée. À ce niveau-là, oui, je me sens privilégiée. Alors, par rapport au pouvoir, je ne sais pas si votre question est orientée sur la politique. Je pense qu'au départ,
je ne pense pas me tromper, c'est parce que c'est Heather qui l'a proposé et je pense que c'était dans le mouvement de Black Lives Matter, de tout ce mouvement après les abus qu'il y a eu sur la communauté noire aux États-Unis. Et je pense que dans sa question, au départ, il y a ça. Mais du coup, on en a parlé, elle la laisse extrait libre pour que chacun puisse projeter dans cette affaire de pouvoir sa propre histoire et en parler, parce que c'est une réalité, la vie n'est pas juste. Ah ben la vie n'est pas juste. Et alors, il y en a qui ont du pouvoir ou pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire le pouvoir? Ça dépend pour vous, en fait, Fernand. Il n'y a pas d'orientation. Vous pouvez le prendre de la manière dont ça vous vient maintenant. Voilà. En tout cas, bien évidemment, je ne peux pas soutenir une idéologie qui ne mette pas au premier plan l'égalité des hommes, quelle que soit évidemment leur couleur, mais quel que soit leur genre, quel que soit. Enfin, c'est hors de moi tout ça. Et tout pouvoir qui pourrait comprendre une discrimination, quelle qu'elle soit, je l'exècre. Bon, ça, il y a une orientation politique là derrière, bien évidemment, hein, qui est visible et sensible. Voilà, mon expérience africaine me fait aimer la peau noire. Bon, c'est évident pour moi. Voilà, la question ne se pose même pas, quoi. Alors maintenant, le pouvoir, bon, bien sûr, par exemple, par rapport à nous en France, je peux critiquer le pouvoir politique, entre autres. Je peux le critiquer tout en reconnaissant qu'on est hyper privilégié. Hyper privilégié, quoi. Moi, je suis toujours très émue avec la sécurité sociale. La sécurité sociale, mais c'est une bénédiction. Pour tout vous dire, j'ai une DMLA, donc je vais devenir aveugle un jour, mais pour l'instant, je ne le suis pas encore. J'ai des injections une fois par mois dans l'œil. L'ampoule coûte 650 €. Je ne peux pas conduire le jour où j'ai les soins, je prends un taxi. Chaque fois, j'ai un scanner. Chaque fois, j'ai une consultation médicale. Je ne dépense pas un centime. Je me dis, mais il y a tellement de pays qui voudraient avoir l'équivalent. Donc, à la fois, oui, je peux être critique de décision ou d'orientation, enfin, mais en même temps, je reconnais que nous, on doit être un petit peu humble et se dire, bon, on est quand même très, très, très privilégiés. Oui. Oui. Alors maintenant, ma relation au pouvoir, je ne sais pas si je réponds à cette question. Si vous répondez parfaitement, parce que de toute façon, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse, il y a ce qui est là pour vous. Au moment où vous parliez, j'avais le ventre qui se serrait et je pensais, ça me faisait contacter la peur parce que j'étais en train d'imaginer si nous n'avions pas ça, et du coup la précarité de la vie de tellement de gens. Oui. Et j'avais ce mélange de sentiments de me sentir très en sécurité tout en étant effectivement en contactant très vite fait la peur quand vous décriviez s'il n'y avait pas ça qui est en filigrane. Mais oui, et oui, et oui. Et mes enfants qui habitent outre-Atlantique ont donc une autre vision de la vie que nous qui sommes en France. Et ils disent, mais on ne comprend pas vos réactions à vous les Français, à côté de ce que nous avons. Un est au Canada, l'autre, c'est plus compliqué, il travaille pour le programme alimentaire mondial à Haïti, donc c'est vraiment je crois, un des plus pauvres pays du monde. Sa famille est à Panama. Ils ne comprennent pas comment nous, on ne sait pas apprécier ce que nous avons. C'est nos parents, hein, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui ont lutté pour obtenir ce que nous avons, mais nous avons de la chance. Nous avons vraiment beaucoup de chance. Tout en reconnaissant qu'il y a des SDF chez nous. Hein. Ça, il ne faut pas les oublier non plus. Hein. Oui.
Et qu'on n'est pas toujours accueillant pour les migrants. Et oui. C'est ça, montrer ce qui fait mal. C'est là toucher ce qui fait mal aussi. Hein. C'est cette réalité. Et oui. Et oui. Fernande, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une communauté gestaltiste et si oui, est-ce que vous avez l'impression d'en faire partie? Vous parlez de la communauté gestaltiste? Oui. Pensez-vous qu'il y en ait une? Et est-ce que, si oui, est-ce que vous avez l'impression d'en faire partie? Oui et non. Oui, parce que effectivement, quand on parle avec des gestaltistes, il y a un langage qui est commun. Il y a une approche de la vie et de l'être humain qui est commune. Je crois que c'est le côté très holistique de la Gestalt qui nous permet ça. Il y a une acceptation de l'autre aussi qui est quand même assez extraordinaire. Donc, à cet égard-là, oui, il y a une communauté gestaltiste. Et non, parce que je ne suis pas sûre de pouvoir compter sur le soutien d'une communauté gestaltiste. Ça, je n'en suis pas sûre. J'hésite parce que c'est assez délicat. Hein, la réponse est assez délicate. J'ai des amis gestaltistes sur lesquels je peux compter, bien sûr, mais je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont gestaltistes ou si c'est parce qu'ils sont mes amis. C'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Bon, moi, je me sentirais dans une communauté gestaltiste, par exemple, autour de l'EPG, où je suis encore, alors que je ne travaille presque plus à l'EPG, je peux encore me sentir que j'y ai une place et que je suis reconnue aussi là-dedans. Après, au-delà, je pourrais pas savoir parce que je ne sais pas, je n'ai pas adhéré aux instances internationales, donc je ne sais pas, j'ai jamais rencontré de gestaltistes en dehors de notre communauté, donc je ne peux pas répondre à cette question. Mais ça, en fait, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Ah oui. Alors, en fait, là, ça y est, c'est un souvenir qui vient de me remonter. C'est j'ai travaillé avec Gilles Delisle, qui est à Montréal, peut-être que vous le connaissez. En tout cas, votre correspondante canadienne le connaît certainement. Et ma relation n'a pas été très bonne avec Gilles Delisle. Ça a été un moment difficile. Ça a été un moment difficile. Oui, je disais que j'ai eu cette relation difficile avec Gilles Delisle, mais ce qui m'a beaucoup limitée dans les relations internationales, c'est un problème de langue. Je suis extrêmement mauvaise en langue. Voilà, c'est un domaine où je suis nulle et j'ai beaucoup de mal avec l'anglais, donc ça me coupe beaucoup, hélas, de beaucoup de relations internationales. Et tous les congrès qui se font généralement en anglais, ça, c'est compliqué pour moi. Donc, je ne peux pas parler d'une communauté gestaltiste internationale parce que je n'en ai pas d'expérience personnelle. Voilà. Et qu'est-ce que vous imaginez pour vous, vous en avez un tout petit peu parlé, ce serait quoi le next pour vous, Fernande, c'est professionnellement? Comment vous envisagez la suite? Professionnellement, j'aimerais quand même bien un peu, encore me retirer encore un peu de la Gestalt, mais la Gestalt me rattrape. Donc, bon, tant que je peux, je fais quelque chose, mais je ne veux pas laisser envahir ma vie. Alors, ma vie a été totalement envahie par mon activité de médecin. J'étais en Afrique, j'étais submergée, mes enfants étaient petits. Alors, j'ai été mais submergée à ce moment-là. J'ai beaucoup travaillé aussi en tant que thérapeute, mais quand même, j'ai su mettre des limites à ce moment-là, beaucoup mieux. Et maintenant, je continue. J'ai un peu envie, besoin de garder beaucoup de temps pour moi, pour mon jardin, parce que j'aime beaucoup mon jardin, et pour ma famille.
Voilà. Donc, je veux pas, parce que quand on prend des engagements professionnels, on n'est plus vraiment maître de son emploi du temps. Et donc, je veux garder cette disponibilité le plus possible à ma famille. Mes petits-enfants grandissent, donc il y a moins besoin, mais vous savez bien que quand les enfants sont petits, on peut avoir besoin des grands-parents souvent, et je voulais garder un peu cette disponibilité. Alors bon, maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai 78 ans, donc on sait bien que la vie s'arrête un jour. Je suis en relativement bonne santé, donc je ne sens pas, l'urgence d'une mort proche, mais je sais que ça peut arriver. Je sais que ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc je vis avec ça, je n'ai pas d'angoisse par rapport à ça, mais je sais, j'ai en permanence cette présence que c'est quelque chose de possible, que je peux prendre ma voiture et que ce soit terminé, que je peux descendre mon escalier et m'effondrer. Voilà, ça c'est quelque chose qui est présent, pas angoissant, mais présent. Donc, mon projet de vie au jour d'aujourd'hui est de dire comment, je ne sais pas comment ma vieillesse va se passer. Je ne voudrais pas, au maximum, je ne voudrais pas être une charge, ni pour mes enfants, ni pour mes petits-enfants, ni au minimum pour mon entourage. Donc, point d'interrogation, comment je vais faire ça, comment je vais organiser ça? Déjà, cette maison que j'habite est une maison qu'on peut habiter avec un handicap, c'est-à-dire dans un fauteuil roulant. Ça me permettrait de rester un petit peu plus longtemps dans cette maison. Mais bon, il n'empêche que les forces physiques, elles diminuent et puis qu'on est obligé d'accepter ça et de faire avec. Donc, un jour ou l'autre, il faudra que ça s'arrête. Donc, je suis dans ce mouvement. Je ne me sens pas dans l'urgence de transformer quelque chose, mais dans la présence de ça. Voilà. Vous venez de répondre en même temps à la question, je vais vous rajouter, comment vous vivez votre âge? Est-ce que vous venez de répondre beaucoup? Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur la manière dont vous vivez votre âge, même si qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je me sens là aussi quand même relativement privilégiée parce que je garde une activité, puis j'y tiens. J'ai un engagement dans mon village et donc, comme je vous l'ai dit, toujours un engagement avec l'Afrique. J'ai toujours un engagement professionnel qui s'allège d'année en année, mais qui reste présent, et bien évidemment un engagement avec mes enfants. Mais je sais qu'un jour, les choses vont s'inverser, un jour, ça va s'arrêter tout ça. Bon, j'ai envie de vous dire, mais je vis au maximum dans l'instant présent. Et l'instant présent, mais quand même un bel instant, quoi, pour l'instant, jusque-là. Mon corps peut me faire souffrir, mais pas trop. Enfin, je supporte bien, en tout cas. Ouais, cette idée qu'un jour je vais devenir aveugle, bon, c'est inéluctable, mais pour l'instant je vois suffisamment, je lis et je conduis encore, donc j'en profite. Voilà, et je vous dis, je peux vraiment profiter de la vie. Des fois la solitude est un peu dure, hein, il ne faut pas que je monte là-dessus, hein, de temps en temps, c'est un peu dur, et puis surtout maintenant avec le confinement, le reconfinement, bon, on se retrouve encore un peu plus seul, mais bon, ça va, c'est vraiment pour moi, je me sens très privilégiée sur ce plan-là. Ma dernière question, ce sera comment vous imaginez le next pour la Gestalt thérapie? Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous imaginez? Alors, ce que je souhaite, c'est que la Gestalt thérapie soit reconnue au moins au même titre que la psychanalyse, mais voire plus. Hein, c'est-à-dire, pour pousser à l'extrême, que le soin en psychothérapie soit reconnu et soutenu financièrement, parce que c'est vrai que c'est un soin qui est quand même beaucoup réservé à des gens privilégiés. Donc vraiment, s'il pouvait y avoir un progrès dans ce sens-là, je pense que ça viendra. Et j'espère que la Gestalt sera reconnue comme un accompagnement thérapeutique de grande valeur. Voilà. Donc, ça veut dire beaucoup d'exigences pour les Gestalt thérapeutes. Oui. Hein, beaucoup de déontologie,
beaucoup de professionnalisme et beaucoup d'humanisme. Alors, je pense que les instituts, les principaux instituts de formation vont dans ce sens-là. Maintenant, oui, je pense qu'un jour, on ira aussi, la politique avec un P majuscule ira aussi dans ce sens-là. Ce n'est pas pour demain, mais j'espère que ça va venir. Je regrette infiniment que les syndicats, je vais les appeler comme ça, de thérapeutes et de gestalt thérapeutes en particulier, ne puissent pas mieux dialoguer. Ça me navre. Nous ne sommes que humains, hélas. Et oui. C'est dommage, mais bon. Les thérapeutes ont aussi des égos des fois qui font que rien n'est facile. Je comprends mieux pourquoi vous vous méfiez quand je vous dis quelque chose de positif sur vous. Pas la peur que l'ego prenne trop de place. Vous avez raison, notre posture. Moi, je vous rejoins sur l'humilité dont nous avons besoin pour faire notre travail. Beaucoup. Avec cette précision-là. Beaucoup d'humilité, beaucoup d'humanisme, beaucoup de tolérance. On est au bout des questions que j'avais à vous poser. Est-ce que vous avez des choses qui nous viennent maintenant qu'on a fait tout ce chemin ensemble? Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Je pense qu'on a fait le tour. On a abordé beaucoup de questions, un petit peu dans beaucoup de sens différents. Je n'ai pas envie de dire dans tous les sens, parce que ce n'était pas du tout dans tous les sens, mais à beaucoup de niveaux différents. Qu'est-ce qu'il y aurait encore d'important qu'on n'aurait pas abordé? Oui, je vais juste rajouter ceci, que les mouvements qui sont en train de naître actuellement autour de la violence, de l'abus sexuel et de l'inceste, bien sûr, me touchent profondément. Il y a quelques années déjà, je me disais, je pensais peut-être de façon un peu superficielle, que si on arrêtait les abus sexuels, peut-être on arrêterait tout simplement les guerres. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir raison en disant ça, parce que la violence peut être autre que sexuelle, mais la violence de l'abus sexuel est tellement destructrice que vraiment, si on peut ralentir, voire arrêter ça, on va transformer le monde. Et je parle surtout de l'abus sexuel sur les enfants, parce que sur les adultes, c'est un autre niveau. Et dans mon expérience, les adultes abusés sexuellement, très majoritairement, ont été les enfants abusés. Voilà. Merci beaucoup, Fernande, pour votre temps, d'avoir accepté de passer ce moment avec moi. Et vraiment, merci, c'était très, très riche pour moi. Mais écoutez, ça a été un plaisir pour moi aussi. Merci pour votre accompagnement, parce que je n'aurais pas été capable de faire ça toute seule, bien évidemment. Donc, merci pour votre délicatesse dans l'accompagnement. Et puis, voilà, si ce témoignage peut servir à des personnes, à des gestaltistes, mais à tout le monde, ça sera vraiment une immense récompense pour moi. Moi, je suis sûre que ça va être le cas. Merci beaucoup, Fernande. Merci, Béatrice. À bientôt. Au revoir. Et peut-être à bientôt, peut-être qu'un jour on se rencontrera. Avec plaisir, mais je vais descendre. Quand je serai dans le midi, j'irai vous voir faire un coucou. Avec plaisir, avec plaisir. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.